Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 1er août 2022. Merci de nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique. Bienvenue dans votre émission Afrique Actu. Pour ce troisième numéro, nous parlerons de l'emploi de jeunes en Afrique, le rôle de la diaspora face au défi de l'employabilité sur le continent. La réaction du gouvernement malien aux propos du président français Emmanuel Macron tenu en Guinée-Bissau sur le Mali sera également abordée dans cette émission. Nous aborderons la tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique, les élections législatives au Sénégal, la demande du pardon de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, la sortie du président Abdelmajid Tebboune seront aussi abordées avec notre invité. Pour décrypter tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité de marque, un jeune engagé pour son pays et pour l'Afrique. Bonjour Monsieur Mahamadou Cissé. Bonjour Monsieur Saounera, merci de me recevoir sur votre plateau. Vous êtes le coordinateur national du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Vous êtes également président du Conseil national de la jeunesse malienne en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'abord, quels sont concrètement les objectifs du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali ? Alors, permettez-moi de réitérer mes remerciements à votre endroit, mais aussi à l'endroit de toute l'équipe de Fanfan Musique et de tous vos collaborateurs. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, Monsieur Saounera. Merci. Et au-delà de ça, pour revenir à votre question, le programme de mobilisation de compétences de la diaspora, c'est un programme gouvernemental, un programme qui se veut un pont entre les compétences de la diaspora malienne et les besoins de notre pays en matière de formation professionnelle. Concrètement, comment ça s'est traduit, hein? C'est-à-dire que si on a besoin d'un mécanicien qualifié ou si on a besoin d'un technicien dans n'importe quel domaine, nous allons avoir une banque de compétences et nous saurons qu'on a un Malien qui réside quelque part dans le monde, dans un tel pays, avec toutes ces références. Nous allons lui faire appel pour qu'il vienne mettre à la disposition de l'État malien son savoir-faire. Mais ça peut être aussi les secteurs privés, donc les entreprises qui ont du mal à recruter dans certains domaines, donc des métiers en tension. Ils peuvent faire appel au programme et nous allons voir dans le vivier que nous avons, trouver des compétences, des expertises et les remettre à disposition. Justement, en Afrique, les défis de l'employabilité restent d'actualité. Et quelle peut être la contribution de la diaspora face à ces défis ? Alors, c'est les défis majeurs en réalité, parce que c'est un continent qui est très jeune et qui parle de jeunesse, donc parle aussi d'employabilité. Donc, il faut trouver un emploi à ces jeunes-là, il faut les insérer pour qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes et qu'ils se donnent soit à l'immigration irrégulière, mais aussi à des pratiques qui sont bannies, notamment les terrorismes ou d'autres pratiques que l'Afrique connaît. Donc, je disais que c'est les défis majeurs. Maintenant, quelles doivent être les solutions ? Les solutions sont multiples, mais c'est avant tout aussi politique. Il faut une vision politique à l'endroit de cette jeunesse-là. La jeunesse africaine doit être au cœur de toutes nos réflexions. Parce que quand on parle d'avenir, on parle aussi de jeunesse. Justement. Et malheureusement, il y a des constats comme, par exemple, l'inadéquation entre la demande du secteur privé et ce que les universités ou les écoles produisent. Vous allez trouver que nos curricula, nos cursus ont été conçus depuis la période coloniale. Donc, alors que 60 ans après, les besoins du secteur privé ont évolué, mais malheureusement, le système éducatif n'a pas pu suivre. N'est pas adapté aux besoins. Donc, il y a un gap entre ce que les entreprises veulent sur le marché du travail et ce que l'école forme et le met sur le marché du travail. Si on prend l'exemple du Mali, vous allez trouver que chaque année, c'est 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui viennent sur le marché du travail. Et nous savons que malheureusement, tous ces 300 000-là ne sont pas insérés. Donc l'année d'après, c'est cette même quantité qui vient s'ajouter. Donc il y a une réelle réflexion à mener de la base, c'est-à-dire que changer les systèmes scolaires, chose qui n'est pas évident, qui prend du temps et qui est lourd à faire en réalité. Donc ces programmes se veulent une alternative à cela. Et c'est aussi une manière de mettre l'accent sur la formation professionnelle. Vous savez, en Afrique, souvent, c'est comme je le disais, c'est des cursus qui ont été conçus aux périodes coloniales. Donc il y avait un besoin de l'administration coloniale. Maintenant, non, c'est pas forcément de sociologues dont on a besoin, c'est pas forcément que des juristes dont on a besoin. On a aussi besoin de mécaniciens qualifiés, des plombiers qualifiés, des techniciens supérieurs, dans tous les domaines, absolument. Justement, vous avez parlé de votre programme, mais dans votre programme, on a vu que la diaspora est au cœur de ce programme. Pourquoi la diaspora ? Oui, la diaspora, parce que si vous voyez, en fait, si vous avez une monotonie, la même chose
où vous ne voyez pas de changement, il faut absolument un élément extérieur. Voilà. Donc l'Afrique, on dit que bon, c'est un continent en voie de développement, ou c'est des continents où il y a des pays sous-développés. Mais c'est la même chose qu'on nous répète depuis plus de 60 ans, depuis nos indépendances. Maintenant, nous avons mené la réflexion. On s'est dit, la diaspora africaine, elle est très active. Quand on prend la diaspora malienne, c'est l'une des plus actives en Afrique. En termes d'envoi financier, c'est que la diaspora envoie comme argent et beaucoup plus que l'aide publique au développement. Vous imaginez? Donc c'est colossal. Et là encore, je parle... Et ça aussi, c'est des canaux officiels. Officiels, effectivement. Donc sans compter un peu toutes les autres manières d'envoyer de l'argent. Donc cette diaspora, elle est très active. Mais au-delà de cet envoi financier, c'est aussi des savoir-faire. Vous et moi ou d'autres personnes qui sommes en Europe, soit nous sommes venus pour nous réaliser financièrement, d'autres pour des études, d'autres pour d'autres raisons. Mais les parcours de chacun a fait que nous avons appris des choses. Les quotidiens nous ont appris des choses. Et cette expertise-là, on s'est dit qu'on peut le mettre à la disposition de l'État. Quand on prend un exemple simple pour un pays comme le Mali, où il y avait une mine à Caille, on était obligé d'aller chercher des soudeurs professionnels jusqu'aux Philippines. Vous imaginez? Pourtant, c'est un pays où 65% de la population a moins de 25 ans. Donc, on voit les gaps qu'il y a. Mais cette diaspora qui est en Europe ou ailleurs, même si elle n'est pas instruite, vous allez voir que c'est une diaspora qui est travailleuse, c'est une diaspora qui est compétente. Donc on s'est dit, on va... Dans des domaines respectifs. Dans tous les domaines. Vous allez voir que ce soit dans les BTP, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la médecine. Tous les corps de métier, vous allez trouver qu'il y a des diasporas africaines, mais aussi ou des diasporas maliennes qui exercent dans ce domaine-là. Donc on s'est dit, nous allons faire un pont pour mobiliser cette diaspora-là, pour venir aider la jeunesse africaine à se former professionnellement et à être insérée. Justement, dans le cadre des activités du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali, un afterwork a d'ailleurs réuni vendredi dernier plusieurs investisseurs, entrepreneurs et spécialistes des questions économiques autour du thème diaspora et développement économique. Quels étaient les objectifs visés par cette rencontre? Merci beaucoup pour cette actualité que vous avez suivie. Avant d'arriver à cet afterwork, permettez-moi de revenir juste en arrière. Il y a quelques mois, en tant que coordinateur de ces programmes, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, j'ai eu un peu à faire la promotion du programme, à aller rencontrer la diaspora. Notamment, je suis venu ici en France pour faire les lancements. On est allé en Italie rencontrer la communauté malienne qui est là-bas. On est allé en Espagne rencontrer la communauté malienne. On devait aussi faire certains pays africains, mais avec la situation actuelle du pays, c'était compliqué. Donc, pour dire, en fait, nous sommes là en mettant la diaspora au cœur, parce que c'est elle qu'on va les mobiliser. C'est dans son sens de patriotisme que nous allons rechercher pour qu'elle vienne former des jeunes. Donc cette mission a été une réussite. Et au-delà de ça, actuellement en France, on s'est dit nous allons rencontrer les acteurs économiques pour qu'ils viennent échanger entre eux. C'est une manière de créer un réseau. Vous allez voir des entrepreneurs qui ont déjà fait le pari du Mali, qui sont au Mali depuis 5 ans, 10 ans, plus pour certains. Ils vont venir échanger un peu avec ceux qui ambitionnent de rentrer au Mali. Et qui peut-être hésitent. Hésitent encore ou n'ont tout simplement pas assez d'informations pour sauter les pas. Donc, vous allez avoir ici, il y a des étudiants qui terminent, qui sont en quête d'employabilité, qui peuvent aller faire des choses sur le terrain. Vous avez des gens tout simplement qui ont atteint un certain plafond de verre, qui veulent découvrir autre chose. Vous voyez? Donc, ceux qui ont entrepris au Mali ou ceux qui ont investi au Mali sont venus échanger avec ceux qui décident, ceux qui vont décider certainement très prochainement d'aller au Mali ou ceux qui hésitent encore. Donc, c'était du networking, créer un réseau, un partage d'expérience, parce que moi j'aurais bien voulu il y a 5-10 ans aller à des rencontres pareilles, que les gens me parlent de leur parcours, de leur vécu, de leurs difficultés et surtout comment ils les ont contournés. Nous savons très bien qu'il y a un gap, un réel gap entre la vie en Europe et la vie en Afrique. Donc le niveau de vie n'est pas le même. Donc il faut des astuces, il faut des conseils et pour qu'on puisse réussir ces retours. Justement, quelles ont été les recommandations fortes formulées au cours de cet événement? Alors, il y en a eu plusieurs. Et comme vous le savez, la diaspora malienne, surtout de France, elle est fertile en termes d'idées, de solutions, de recommandations. Mais les quelques recommandations fortes qui ont été formulées, c'est surtout que l'État soit plus impliqué sur ces questions-là. Vous voyez? Et quand cette diaspora vient, en général, elle vient avec un peu de ressources pour injecter dans l'économie locale. Il faut que l'accompagnement soit mis en avant. En amont. Et surtout que cet accompagnement soit poussé de telle sorte que le Mali soit vendu comme une destination d'investissement pour capter
l'investissement extérieur. Voilà. Cette diaspora, je le dis, en venant créer une entreprise au Mali, va employer des jeunes Maliens, donc va nourrir des familles derrière. Donc on vient contribuer à l'économie locale. Donc des recommandations dans ce sens-là, que l'État puisse s'appuyer, ou en tout cas créer des dispositifs qui vont faciliter les retours et l'installation de ces diasporas. Mais au-delà de ces diasporas, c'est aussi tous les startups, que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur ou qui sont au Mali, qu'on ait un dispositif qui accompagne, qui allège en tout cas un certain nombre de charges sur les startups pour encore encourager l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, les chômages énormes que nos pays connaissent, l'une des solutions, ou sinon la solution, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne pourra pas être salarié dans la fonction publique véritablement. Alors, merci M. Mahamadou Cissé. Nous allons parler à présent d'un tout autre sujet. Vous l'avez dit, le Mali traverse une crise multidimensionnelle. Ainsi, lors de sa rencontre avec la presse algérienne, le président algérien Abdelmajid Tebboune a affirmé, je cite, « Tant que l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger n'a pas été mis en œuvre, les problèmes auxquels est confronté le Mali perdureront car le pourrissement de la situation est tel que n'importe qui s'arroge le droit de s'immiscer dans les affaires de ces pays. » Quel commentaire faites-vous de cette sortie du président algérien ? Alors, vous savez, le cas malien est un cas très complexe et très délicat. C'est une crise quand même que nous connaissons depuis bientôt 10 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais aussi c'est quelque chose où les différents acteurs pataugent. Le président algérien dit ça, mais l'accord dont il parle, c'est un accord d'Alger qui porte le nom parce que les négociations ont été menées en partie en Algérie. Maintenant, tout le monde voudrait qu'on aille à l'application de cet accord, mais les autorités maliennes ont été claires. Pour que cet accord puisse être mis en œuvre, il faut qu'il y ait un certain nombre de changements dans notre constitution, qui est la loi fondamentale qui régit la République. Et je pense qu'il y a une commission qui vient d'être mise en place pour proposer un projet de texte pour une nouvelle constitution. Et c'est sûr que les blocages qui seront pris en compte pour que nous ne soyons pas face à un tel blocage. Mais l'accord, comme vous le savez, n'avait jamais été présenté à l'Assemblée nationale. Donc, les grands publics, véritablement, n'a pas connaissance de tout le contenu de cet accord-là. Donc, on ne peut pas tout simplement donner des injections aux Maliens en disant « mettez l'accord en œuvre », sans que le Malien s'approprie eux-mêmes de cet accord et surtout de l'après-accord. Parce qu'une chose est de signer des documents, mais la pratique, la mise en œuvre est tout autre. Justement, avec l'instabilité sécuritaire que connaît le Mali aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce processus d'accord d'Alger ? Alors, la mise en œuvre, clairement, en l'état des choses n'est pas possible, sinon on l'aurait fait depuis plusieurs années. Vous voyez, comme tous les acteurs, que ce soit les groupes signataires ou que ce soit l'État malien, montre une certaine volonté d'aller vers l'avant. Parce que je pense que tout le monde est fatigué. Que ce soit les Maliens, les partenaires qui sont là pour nous aider, nous aimerons en tout cas voir autre chose que ce que nous connaissons maintenant. Encore plus, la demande est énorme. La jeunesse a d'autres défis, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons un problème de l'employabilité, de l'insertion ou d'autres problèmes qui sont beaucoup plus urgents que ces questions sécuritaires qui viennent être un frein à tout développement. Donc nous sommes tous pressés à sortir de cette crise-là. Mais comme je le dis, l'accord ne peut pas être mis en œuvre comme tel parce qu'il y a des blocages qui sont confrontés à des clauses ou à des parties de notre Constitution. Et il y a une loi qui est en train d'être... il y a un texte qui est en train d'être proposé pour qu'on aille vers une révision constitutionnelle et ça sera pris en compte. Mais donc, je le disais, je me répète, nous n'allons pas recevoir d'injonction de l'extérieur pour dire coûte que coûte, il faut mettre l'accord en œuvre. Nous avons une volonté parce que l'État malien l'a signé, mais s'il y a des blocages, prenons le temps qu'il le faut pour enlever ces blocages-là. Justement, les relations restent tendues entre Bamako et Paris. Dans un communiqué lu hier 31 juillet à l'ERTM, la télévision nationale, par le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, je cite, « Le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. » Monsieur Mahamadou Cissé, est-ce qu'on va vers une nouvelle tension diplomatique entre Bamako et Paris ? On est clairement presque dedans, j'ai envie de vous dire. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que ce sont quand même deux pays qui ont une longue histoire. Elle n'a toujours pas été heureuse. D'ailleurs, l'histoire française en Afrique n'a pas toujours été heureuse, mais nous allons quand même avancer avec, tout en tirant les leçons du passé. Maintenant, par rapport à cette crise diplomatique ou cette brouille diplomatique entre Paris et Bamako, je pense que de part et d'autre, il faudra qu'on essaie juste d'aller de l'avant et sortir de ça. Mais il y a quand même un constat fort qu'il faudra faire, ça c'est un peu à l'endroit du président Emmanuel Macron. Et je pense que c'est pas que lui, c'est un peu la classe politique française, malheureusement, qui est souvent en déphasage
phasage avec l'évolution que l'Afrique a connue. Voilà, vous allez trouver que, je l'ai dit tout à l'heure, la population africaine est très jeune. La population malienne encore plus. Plus de 65% de la population ont moins de 25 ans. C'est des gens qui n'ont pas connu ni l'esclavage, ni la colonisation. Et c'est pour certains qui ne sont même pas venus en France. Donc, ils n'ont pas ces complexes-là. Donc, la manière qui marchait avec nos ex-présidents, ou en tout cas les pères de l'indépendance ou autres, ce n'est pas cette même méthode qu'il faut appliquer à une jeunesse qui est connectée. Cette méthode est révolue. Elle est absolument révolue, encore plus avec la révolution des réseaux sociaux ou autres. Avant, j'imagine, quand on était petit, c'était les cassettes qu'on enregistrait pour qu'un parent en France puisse vous envoyer de l'information en Afrique. C'est des lettres qu'on envoyait. Des lettres, bien sûr. Maintenant, là, on est à Paris en train de parler. Les jeunes Maliens nous écoutent depuis les fins fonds de son village. Oui. Vous voyez? Donc, il a la capacité d'avoir l'information, d'amener, de mener sa propre réflexion et de ne plus simplement être là, attentiste à ce qu'on lui dise des choses. Donc, ça échappe véritablement aux leaders, que ce soit français ou en tout cas occidentaux. Donc, c'est cette grille de lecture qui doit être changée. Moi, j'ai cru à tort, peut-être qu'en disant qu'Emmanuel Macron ayant convoqué, bon oui, c'est le terme un peu, la jeunesse malienne, enfin la jeunesse africaine à Montpellier, qu'il avait peut-être compris qu'il fallait échanger. C'était en novembre 2021. Voilà, et je crois que vous y étiez présent pour couvrir l'événement. Et donc, du coup, pour moi, j'avais formulé un espoir en disant que, bon, peut-être que les pratiques vont changer. Et il voit des jeunesses qui l'interpellent sur des questions clés, alors que peut-être qu'il y a quelques années, une jeune fille de 23 ans, 25 ans n'aurait pas pu interpeller un président de la République française. Donc, les pratiques ont changé, mais malheureusement, en politique, c'est des petits mots qui blessent. Et surtout, c'est très dangereux, ce qu'il dit. Parce que nous sommes dans une crise qui dure depuis plus de 10 ans, où nous avons des affrontements entre des ethnies, notamment les Peuls et les Dogons au centre, qui ont fait des milliers et des milliers de morts. Donc, c'est permettre de tenir des petites phrases qui, peut-être pour lui, n'a pas un grand impact, peut avoir l'impact plus qu'il n'a mesuré sur le terrain. Et puis, comme on dit, il y a deux guerres quand même qui sont quand même très, très dangereuses, qui est la guerre ethnique et la guerre religieuse. Donc, absolument. on a vu le cas en Rwanda, en 1994. Évidemment. Absolument. Et surtout quand c'est avec une population dont la majeure partie n'est pas alphabétisée. Donc l'information, quand elle vient, on n'a pas ces reculs nécessaires. Soit de chercher la source, ou soit de chercher d'autres vérifications de fact-check pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc la communication doit être vraiment mesurée. Et c'est son entourage aussi, ces gens de communication, ces communicants qui doivent aussi analyser tout ce qu'il dit. Je sais que c'est un homme politique qui est peut-être un peu imprévisible, mais ça peut paraître mal placé de dire ça lors d'une tournée. Ce n'est pas à lui de dire aux Africains avec qui composer, avec qui n'est pas composer. Nous estimons avoir la grille de lecture nécessaire pour savoir quel partenaire, qu'est-ce que nous attendons de ces partenaires-là. Donc clairement, moi je vois un président qui a une perte d'hégémonie en Afrique, et puis voilà, il y a ces conflits stratégiques, géopolitiques qui opposent des grands blocs de l'époque, mais maintenant nous ne sommes plus dans... On en reparlera. Ok, très justement, d'ailleurs, l'Afrique reste très courtisée après la visite du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Le président français Emmanuel Macron s'est lui aussi rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken visitera Johannesburg et la capitale de l'Afrique du Sud, Pretoria, du 7 au 9 août 2022, puis la capitale de la République démocratique du Congo, avant de se rendre à Kigali, au Rwanda. Alors, Monsieur Mahamadou Cissé, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est devenue une terre d'influence pour les grandes puissances mondiales? Oui, clairement, quand on voit un peu la sortie d'Emmanuel Macron, comme je le disais tantôt, que la Russie reste la dernière puissance néocoloniale ou en tout cas impérialiste en Afrique, on voit bien qu'il y a quand même une guerre qui se déplace de l'Europe, en tout cas de l'Occident, pour aller sur le sol africain. Les matchs se jouent sur le terrain africain. C'est ça. Bon, ça a un peu plus ou moins toujours été comme ça. Quand vous allez aux Nations Unies et que vous voyez qu'il y a beaucoup de pays africains, avant qu'il y ait une résolution qui passe, c'est la chancellerie des différents pays qui font le tour des différents ministères des Affaires étrangères pour essayer de convaincre les pays africains à se ranger derrière eux. Donc il y a toujours cette influence, ces lobbying qui se jouent avec des pays africains. Plus ou moins, c'est un peu triste. Nos pays sont cantonnés à être des suiveurs, suivre un tel ou tel bloc, tout en ne prenant pas en compte de leurs propres intérêts. Donc ces combats-là, on l'a vu que ce soit avec le ministre des Affaires étrangères russe qui sillonne
l'Afrique, mais aussi le président français ou, comme vous le disiez, le secrétaire d'État américain qui va le faire. Mais vous savez, quand il y avait un vote pour exclure la Russie du Conseil des droits de l'homme, je pense, si je me trompe, après quelques exactions graves qui ont été condamnées par tout le monde en Ukraine, il y a beaucoup de pays qui sont restés neutres, beaucoup de pays africains. Soit qui n'ont pas voté pour, en tout cas, ou qui sont restés neutres. Donc, leur voix commence à compter aussi. L'Afrique, c'est un continent émergent, c'est un continent énorme. Et il y a des enjeux aussi, je le disais, économiques aussi. Vous voyez, quand on dit que le Mali est avec Wagner ou avec d'autres groupes de mercenaires, ceux qui suivent tout de suite, ils disent, mais ils sont payés en ressources naturelles. Mais si c'est les ressources naturelles leur appartiennent, à eux de faire ce qu'ils veulent avec. Mais c'est que si moi je donne cela, c'est que je montre un certain intérêt aussi pour ces ressources naturelles-là. Après, il ne faut pas être naïf, nous sommes dans la gestion des États et c'est des intérêts. C'est des intérêts souvent même qui peuvent aller au-delà de la moralité que nous, citoyens lambda, nous connaissons. Donc pour revenir à votre question, oui, il y a un véritable combat qui se déplace en Afrique, combat mais plutôt politique où chacun veut influencer pour engranger plus d'États ou plus de voix en sa faveur. Justement, si on vous entend bien parler, est-ce que les grandes puissances ne veulent pas faire de ce continent, le continent africain, une entité instrumentale au service de leur cause, simplement de leur cause? Oui, je l'ai dit, ça l'a toujours été, malheureusement. Ça l'a toujours été et comme vous le savez, souvent certains opposants, en général c'est les opposants qui le disent, que pour être président dans notre pays, il faut d'abord passer en Europe et avoir la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale. Donc cela montre à quel point il y avait eu toujours cette relation qui a été dénoncée à maintes reprises, la France-Afrique. Les gens pensaient qu'ils allaient avoir une rupture, mais Nicolas Sarkozy l'avait dit, Hollande, mais on est venu même avec Emmanuel Macron qui voulait avoir une nouvelle façon de faire. Mais malheureusement, il faut se rendre compte que ces pratiques restent, même si en surface, on dit que bon, il y a un nouveau deal entre l'Afrique et la France ou l'Europe. Ça, c'est en surface, mais les pratiques restent. Restent. Et voir Emmanuel Macron il n'y a pas de changement en profondeur. Il n'y a pas de changement en profondeur. Voir Emmanuel Macron aller au Congo, il va avec des entreprises françaises. Il va aussi pour chercher des parts des marchés pour ces entreprises. Enfin, d'un point de vue, on va dire purement politique ou géostratégique, c'est normal, en fait. Il défend l'intérêt de son pays. Aux pays africains aussi de défendre leurs intérêts à eux et de savoir quels partenaires les rapportent plus que d'autres. Mais ces conflits-là, de savoir que l'Afrique devient un enjeu mondial pour les grandes puissances, il faut l'admettre et puis surtout tirer notre épingle du jeu, nous, Africains. Justement, comment la jeunesse africaine doit-elle se préparer face à ces défis géopolitiques et géostratégiques? C'est une jeunesse qui est plutôt prête, hein, quand vous voyez au Togo, au Bénin, pardon, quand Emmanuel Macron est allé là-bas, il y a une partie de la jeunesse qui est sortie en disant que non, au contraire, il faut que ce soit des Français résidant là-bas qui aillent accueillir Emmanuel Macron. Président, bien sûr. Donc vous imaginez qu'il y a quelques années en arrière, c'est des choses qui n'étaient pas concevables. C'était inimaginable. Inimaginable, alors que bon, c'est des jeunes qui allaient soit interrompre leurs vacances ou alors interrompre des cours pour ceux qui sont en cours, pour aller accueillir même leurs présidents, mais aussi des présidents étrangers qui venaient. Donc voir cette jeunesse africaine dire ça, je ne dirais pas qu'elle est complètement prête, mais elle est au fait des enjeux. Elle prend conscience de ce qui se passe. Et je le dis, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce aux moyens de communication. Donc, personne ne peut vivre en autarcie, que ce soit l'Afrique, l'Europe. Les pays ont besoin d'interchanger. Les pays ont besoin d'être interconnectés. Maintenant, c'est de changer les discours, de changer l'approche. Cette nouvelle jeunesse africaine n'est pas celle qu'il y avait il y a 60 ans, il y a 50 ans. Voilà, il faut juste prendre cela en compte, que ce soit étudié et qu'ils puissent composer avec. Justement, on va parler d'un autre sujet. Au Burkina, l'ancien président Blaise Compaoré a demandé pardon au peuple burkinabé et particulièrement à la famille de son prédécesseur, le capitaine Thomas Sankara. Comment analysez-vous la démarche de l'ancien président du Burkina Faso? Alors, vous savez, tout conflit s'est fini autour d'une table. Que ce soit depuis... les périodes, on va dire... La Première Guerre mondiale et la Bien avant, même quand on parlait de royauté, il y avait toujours cette négociation qui finissait par mettre fin à des conflits. Maintenant, pour les cas burkinabés, je pense que Thomas Sankara, nous ne l'avons pas connu, mais nous l'avons tous
nous avons tous entendu parler de lui, de son héroïsme, de son amour pour son pays. Et c'est véritablement une figure emblématique, une inspiration pour la jeunesse africaine en termes de résistance. Mais celui qui est à la base de sa disparition, même s'il n'y a pas eu de procès, mais en tout cas, c'est qu'on nous dit, il y a eu un procès et d'ailleurs, il a été condamné par contumace. Ah ben voilà. Donc, j'avais pas suivi ça parce que je sais qu'il était en Côte d'Ivoire, mais récemment, il a été reçu par Damiba, les présidents Damiba. Donc, demander le pardon, c'est quelque chose de bien, mais est-ce que c'est suffisant pour la famille, est-ce que c'est suffisant pour la nation du pays des hommes intègres? C'est la question à se poser. Parce que bon, j'ai envie de dire, après coup, c'est facile, en tout cas, d'être condamné et de venir présenter des excuses. Maintenant, présenter des excuses, ça va peut-être... trop tard. C'est pas peut-être c'est trop tard, mais pour la famille, ça peut être quand même un soulagement. Parce que si on demande pardon, c'est une forme de culpabilité qu'on reconnaît. Donc ça peut faciliter à la famille ou aux proches d'achever leur deuil, en quelque sorte. Mais pour moi, la justice doit suivre son cours. Alors, on va parler du Sénégal. Les élections législatives ont eu lieu hier dimanche, 31 juillet 2022. Un scrutin clé avant la présidentielle de 2024. N'est-ce pas, Mahamadou Cissé? Alors, effectivement, un scrutin qui a fait parler un peu, parce que je pense qu'il y a eu quelques tensions, notamment sur les listes électorales. Et le Sénégal, c'est quand même un pays important de l'Afrique de l'Ouest où la stabilité est importante. Voilà, vous avez... le Mali qui connaît une transition, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, on a failli passer par là avec l'histoire de Guillaume Soro et autres. Mais bon, voilà, le Sénégal reste quand même le pays stable. Donc, mais il y a quand même des tensions politiques où il faut faire attention. Nous avons vu des soulèvements qui ont été matés par le président Macky Sall, mais cette stabilité ne doit pas laisser la classe politique, ou en tout cas la majorité sénégalaise, c'est-à-dire à bafouer le droit de l'opposition ou à bafouer le droit des citoyens. Voilà, c'est très très important qu'il y ait quand même ces pays qui restent stables, qui puissent aider les autres pays à se stabiliser. Donc si on a une instabilité au Sénégal, ben, écoutez, c'est l'Afrique de l'Ouest même qui va en pâtir malheureusement. Alors, on n'a pas les résultats officiels de ces élections, mais ce qu'on peut dire, c'est que la coalition qui dirige le principal opposant, qui est Ousmane Sonko, a fait un très bon, quand même, un très bon score au niveau de ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne renforce pas la capacité de Ousmane Sonko d'aller vers vraiment la présidentielle, vraiment d'affronter Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024? Oui, véritablement, si ces résultats venaient à se confirmer, ça lui donnerait une certaine légitimité, en tout cas. Et Ousmane Sonko, c'est un acteur politique qui a compris ces changements dont je décrivais tout à l'heure, dont la jeunesse africaine est à la quête d'autre chose. La jeunesse africaine a une autre aspiration. Et il est un peu celui qui porte cette voix, en tout cas au niveau du Sénégal. Beaucoup de jeunes, si on peut dire un peu résistants ou révolutionnaires, ou en tout cas se reconnaissent dans son discours, même si par moments ça peut teinter un peu de populisme. Mais bon, il faudra trouver un juste équilibre, un juste milieu. Mais fort est à constater qu'il fera partie des hommes politiques de la future, enfin du futur du Sénégal. Ouais. Alors, je le disais, vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse malienne en France. Quelle est aujourd'hui la situation de cette fêtière qui regroupe la jeunesse malienne en France? Alors, avant de parler de l'actualité, je vais d'abord aussi, si vous me permettez, faire un petit résumé pour expliquer à vos auditeurs, parce que je sais que vous êtes regardés de par le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, mais aussi aux Caraïbes. Les Conseils nationaux de la jeunesse malienne, c'est une fêtière, une association, une fédération qui regroupe l'ensemble des associations de jeunesse. Voilà, c'est une association qui émane des luttants depuis les années 91, la lutte pour la démocratie au Mali. Et il a été décidé qu'il fallait une structure qui parle au nom de la jeunesse auprès de l'État malien. Donc cette structure a été mise en place au Mali, mais aussi il y a des démembrements un peu partout dans le monde. Donc moi je suis le président du démembrement de France du coup. Nous sommes en place depuis 1 an, donc c'est un bureau qui est composé de l'ensemble des jeunes maliens de France. Maintenant par rapport à l'actualité, effectivement le mandat arrive à son terme. Normalement c'est même le 30 juin, mais il y a eu un courrier de la part de Bamako pour dire qu'il y a une vraie volonté justement d'uniformiser les calendriers de renouvellement des différentes instances. Vous savez, à chaque moment, c'est des mandats qui se chevauchent, qui ne se suivent pas. Et ils se sont dit, bon, on va définir une période où l'ensemble des bureaux
de démembrement vont être mis en place et ensuite les présidents de ces démembrements ou les délégués de ces démembrements viendront mettre en place un président national, chose qui a du sens. Mais au-delà de ça, il y a aussi, à chaque élection, souvent malheureusement nous faisions face à des crises. Ils se sont dit, bon, il y a une commission nationale qui va être mise en place. La commission, elle est déjà mise en place pour travailler sur les textes, toiletter les textes. Et les textes vont être proposés différents démembrements. Une fois que c'est adopté, on ira aux élections. Donc, nous sommes plus ou moins en attente de Bamako sur ces questions-là. Mais l'échange continue avec les différents jeunes Maliens de la diaspora qui se sont portés candidats. Là, vous l'avez dit, vous êtes en fin de mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un petit peu un bilan de votre mandat? Alors, avec les temps qui nous restent, ça va être compliqué. Juste en quelques mots, mais quand même, je vais revenir sur les grandes lignes, notamment parce que il faut le dire, ce mandat a été malheureusement teinté de différentes activités. Au moment de notre prise de fonction, nous avons connu 2 mois de crise de grève ici en Europe. Alors que nous savons, en France, pardon, alors que nous savons que les déplacements, c'est quand même la clé pour réunir les jeunes. Voilà. Mais après ça, tout de suite, nous sommes rentrés dans Covid. Mais malgré cela, c'est quand même un bureau qui a fait un travail formidable qui peut être salué. Nous avons notamment mené avec la mairie de Montreuil, les GRDR, la Cité des Sciences, un forum sur l'immigration irrégulière. L'objectif, c'était de réfléchir pourquoi ces jeunes quittent l'Afrique pour venir en Europe, quelles en sont les causes et quelles peuvent être les solutions aussi, voilà, sur place, mais aussi une fois qu'ils sont là, quelles solutions peuvent être trouvées pour leur insertion. Ces forums avaient la participation du ministre de l'époque de l'entrepreneuriat, enfin de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les directeurs du fonds d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage, les FAFPA, mais aussi la primature. Donc vous voyez, c'était du beau monde qui était venu pour mener la réflexion à Montreuil et des recommandations ont été formulées. Mais au-delà de ça aussi, c'est des activités qu'on fait ici, parce que c'est pas que le Mali, nous sommes là pour réinventer la jeunesse malienne ici. Nous avons des jeunes maliens qui sont confrontés à des difficultés au quotidien. Nous sommes à leur côté, que ce soit des jeunes qui soient expulsés du foyer du Rubara. Les CNJ étaient là pour mener des négociations avec la mairie de Montreuil, pour qu'ils soient relogés et des différentes difficultés qu'ils ont rencontrées aussi. Ensuite, il y avait un foyer qui avait pris feu, Marc Séguin, je pense, dans le 18e. Voilà, il y a des jeunes qui étaient aussi dans des difficultés. Nous avons été à leur côté. Mais pendant le Covid, comme je le dis, notre mandat a été teinté malheureusement de cela. Nous avons fait des cagnottes avec les étudiants d'Île-de-France AMIF, mais l'ADEME aussi, pour en tout cas récolter des fonds pour trouver des colis alimentaires. Parce qu'il faut le reconnaître, il y avait des appuis de l'État, mais malheureusement, les étudiants africains, la plupart ne rentraient pas dans ces canaux, dans ces cases-là. Donc vous voyez, donc du coup, ils se retrouvent sans boulot. Et l'aide de l'État, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils ne remplissent pas les critères. Donc, du coup, c'était vraiment très délicat. Et c'est un public souvent qui passe sous les radars sans qu'on ne s'en rende compte de leur mal-être. Donc, le CNJ, avec ces fétières que j'ai citées, ont su être à leur côté pour mobiliser des fonds, faire des colis alimentaires. Mais aussi sur les questions politiques, nous ne sommes pas restés en marche. Quand il y a eu les premiers coups d'État, il y a eu des consultations qui ont été faites au niveau du Mali pour consulter l'ensemble de la population malienne et sur le devenir de notre pays. Nous, en tant que CNJ, nous avons pris l'initiative de faire les consultations de la diaspora, les consultations nationales de la diaspora. Et aussi, ces consultations nous ont mené à aller dans les universités, échanger avec les étudiants, mais aussi aller dans les foyers. Donc, c'est aussi souvent comme c'est des couches qu'on oublie souvent, et pourtant, ce sont des Maliens à part entière. Donc, voici en gros quelques actions que nous avons menées. Mais pour parler de la dernière action, c'était un forum qu'on devait faire sur la paix. Et ces forums, ça m'a amené à aller à Kidal. Les jeunes de Kidal m'ont invité pour aller échanger avec eux, séjourner avec eux. L'objectif, c'était de mener la réflexion entre les jeunes du nord du Mali, du centre du Mali et les jeunes de la diaspora. C'était pour organiser un forum. Pour la paix. Et quelle peut être notre réflexion, nous, en tant que jeune génération, sur ces questions de crise? Vous savez, que ce soit les leaders ou religieux ou politiques ou autres, s'expriment sur ces questions-là. Mais je le dis, quand on parle d'avenir, on parle avant tout des jeunesses. Et cette jeunesse-là aussi doit avoir son mot à dire, pas juste pour revendiquer, mais être aussi capable de force de proposition. Donc l'objectif, c'était de faire venir des jeunes du Mali, de chaque région, pour venir ici à Paris, échanger avec leurs collègues jeunes ici de la diaspora et trouver des solutions aux différentes crises. Merci, M. Mahamadou Cissé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du programme de mobilisation de compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali et également le président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous samedi à partir de 13h pour un autre numéro de votre émission Afrique Actu. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique à travers nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bon début de semaine à toutes.